Allez, on va démarrer un questionnaire sur les formes quadratiques à l'agrégation. Ça concernera particulièrement l'agrégation interne, mais ceux de l'agrégation externe peuvent être concernés, hein, peuvent se sentir concernés. Il peut y avoir des questions qui peuvent aussi les perturber tout de même. Ok, on va commencer. Alors, donnez 3 exemples de formes bilinéaires symétriques, un en termes de coordonnées, un sur un espace de fonction continue, un sur un espace de matrice carrée. Voilà, donc je vous conseille à chaque fois, hein, vous pouvez stopper, essayer de le faire par vous-même, et puis ensuite, il y a la solution. Alors, là je dis une solution parce que, bon voilà, c'est juste des exemples. Alors, B de xy, alors xy sont dans k puissance n, et c'est la somme des aij, xi, yj. Alors pour que ce soit bilinéaire, voilà, symétrique, alors déjà bilinéaire, c'est linéaire en x, puisqu'il suffit, quand on est en termes de coordonnées, de prouver que c'est homogène de degré 1. Donc là, c'est bien homogène de degré 1 en x et homogène de degré 1 en y. Voilà. Et maintenant, pour la symétrie, il faut que AIJ soit égal à AJI pour être sûr d'avoir quelque chose de symétrique. Ensuite, sur des espaces de fonctions continues, on peut le faire. Alors, on peut le faire avec des évaluations. Hein. Là, je le fais avec des intégrales, somme de 0 à 1, de f de t, g de t, dt. Et là, pour un espace de matrice carrée, ben, la trace de AB. Alors, effectivement, c'est symétrique. Là, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est parce qu'on montre que trace de AB est égale à trace de BA. Mais pareil, c'est linéaire en A, parce que la multiplication à droite par B est linéaire en A, et que la trace est une forme linéaire sur les matrices. Voilà. Et pareil pour B. Et c'est symétrique. Voilà. Des formes bilinéaires symétriques définies positives en termes de coordonnées sur un espace de fonction continue, sur un espace de matrice carrée. Alors, là, ben B de x, y égale somme de xi, yi. Alors, c'est bilinéaire. Oui, linéaire 1, hein, on voit à gauche, à droite. Alors, toujours ce truc, bon, bah, c'est homogène de degré 1. Tant que c'est en termes de coordonnées, c'est facile. Et puis, symétrique, oui. Définie positive, bah oui, parce que comme on a pris toutes les coordonnées, si on regarde Q de x, alors on va avoir la somme des xi carrés, et ça va faire 0. Et du coup, c'est toujours positif ou nul, et c'est nul que si tous les xi sont nuls, c'est-à-dire si x est nul. On regarde l'espace des fonctions continues sur 0, 1, et là, l'intégrale ici est bilinéaire, toujours pareil, symétrique bien sûr, mais aussi définie positive, parce que l'intégrale d'une fonction positive f carré, ben, c'est positif, et c'est nul si et seulement si f est nul partout, parce que f est continu sur 0, 1. Au départ, f carré est nul partout, puis f est nul partout. Et là, sur un espace de matrice carrée, on a B de AB égale trace de A transposée de B. Oui, on vérifie que quand on fait ce calcul, quand on fait tout le calcul, on vérifie que ça fait somme indice J de AIJ, BIJ. Alors, ça aurait été BJI si on n'avait pas eu la transposée, mais c'est BIJ. Donc, la forme quadratique associée, c'est la somme des AIJ carrés. Et comme on a fait parcourir tous les IJ, hein, de 1 à n, eh bien, ça va nous donner une forme, bien sûr, positive, mais définie, puisque si c'est nul, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Donner la définition des applications linéaires d'un espace E dans son dual associé à une forme binaire symétrique B sur E. En fait, cette application linéaire, elle est importante parce que dès qu'il y a quelque chose d'un peu profond et un peu inhabituel, on revient sur elle. Voilà. Qu'est-ce que le rang de la forme bilinéaire B? Vous voyez, tous les problèmes de définition découlent de cette application linéaire. Et solution, ben on va regarder phi B, l'application qui va de E dans E étoile, qui a X donne B, X. Donc, en gros, l'application qui a Y donne BXY. Voilà.
qui est un élément du dual. Donc, phi b est linéaire parce que b est linéaire à gauche, et phi b de x est bien défini parce que ça va bien dans le dual, parce que b de x, y est linéaire à droite, hein, donc en y, et c'est une forme. Voilà. Le rang de b, par définition, c'est le rang de cette application linéaire phi b. Je vous fais remarquer au passage que la matrice de phi b, alors pour une base E dans grand E et sa base duale E étoile dans grand E étoile, c'est ce qu'on appelle la matrice de B. Et donc, le rang de cette matrice de B, qui est constitué des B de EI, EJ, hein, c'est ça ces coordonnées, ça va être exactement le rang de B, et le rang de l'application linéaire phi B, évidemment. Relier l'orthogonale d'un sous-espace F pour la dualité et pour une forme bilinéaire B. Alors donc, en gros, quand on a un sous-espace F de E, de l'espace E, on a un orthogonal pour la dualité, c'est-à-dire F orthogonal, qui lui habite dans le dual E étoile. C'est l'ensemble des formes linéaires qui s'annulent sur F, ou alors c'est le noyau de la restriction F. On peut le voir comme ça, c'est utile de le voir comme ça. Donc ça, c'est un orthogonal, on va dire, canonique, qui dépend de rien, finalement, que du sous-espace F. Et l'orthogonale du sous-espace F pour une forme linéaire B, c'est-à-dire l'ensemble des x tels que B de xy égale 0, quel que soit y dans F, et les x sont dans E cette fois-ci. Donc il y en a un qui habite dans E, le dernier là, et le premier qui habite dans E étoile, le dual. Que peut-on en déduire sur la dimension de l'orthogonale de F pour B si B est non dégénéré? Alors la solution, donc on prend ce F orthogonal, l'orthogonale canonique dans E étoile, et cette orthogonale-là pour B. Eh bien, voilà, hein, c'est des questions de cours, après vous pouvez le montrer. Donc cette orthogonale, c'est l'image réciproque de l'orthogonale canonique par phi B. Bon, c'est tout droit, hein, vous pouvez presque montrer tout droit l'égalité sans avoir besoin d'une double inclusion, c'est presque tautologique. Et donc, si B est non dégénéré, ce qu'on appelle non dégénéré, c'est quand le noyau de B, de phi B, est nul. Donc, quand phi B, finalement, comme dim de E est égal à dim de E étoile, hein, regardez, hop, voilà. Donc, ça veut dire que si le noyau est nul, ça veut dire que ça, c'est un isomorphisme, puisqu'on est en dimension finie et qu'il y a la même dimension. Eh bien, du coup, phi moins 1, ça, c'est un isomorphisme, et donc la dimension ici est égale à la dimension là. Mais on sait, c'est facile, en regardant, comme je vous ai dit, comme étant le noyau de la restriction allant de E étoile dans F étoile, eh bien, ce qui est surjective, c'est facile d'avoir la dimension de ça. C'est la codimension de F. Et donc, si B est non dégénéré, la dimension ici, c'est la codimension de F dans E. Que peut-on dire de l'orthogonale d'un sous-espace pour une forme B? Alors, a priori, ce qu'on peut dire, c'est que F est inclus dans l'orthogonale de l'orthogonale. C'est-à-dire que, évidemment, hein, si X est dans F, alors il est orthogonal à tous ces éléments qui sont orthogonaux à F. C'est une lapalissade. D'autant plus que B, attention, est symétrique. Hein. Maintenant, si B est non dégénéré, il y a égalité des dimensions, parce que ça, d'après ce qu'on a dit, c'est la codimension de F comme dimension. Hein. Donc, ça veut dire que c'est la dimension de F, et donc, il y a égalité des dimensions, et donc il y a égalité tout court. Donc, on peut dire, si B est non dégénéré, qu'on a égalité. Mais si B est dégénéré, vous voyez que non. Alors, par exemple, si F égale 0, bien l'orthogonale, c'est tout, c'est tout E. Tout E est orthogonal pour la forme de B
A0, hein, par linéarité. Et maintenant, l'orthogonale de E, bah, par définition, c'est le noyau. Donc, vous avez le noyau. Donc, vous étiez parti de 0, vous avez fait l'orthogonale de l'orthogonale et vous êtes tombé sur le noyau. Bon. Alors, en général, hein, on peut montrer que l'orthogonale de l'orthogonale, c'est F plus KRB. Ça ne sert pas beaucoup, je ne l'ai jamais vu vraiment, ni dans un problème d'agrég, d'épreuve, ni vraiment, peut-être que pour l'oral, ce serait bien de le savoir. La matrice symétrique diag de AB, donc on a une matrice symétrique qui est diagonale, donc elle est de 2, hein, A, 0, 0, B, est-elle congruente à diag de BA? La matrice, ici, 3, moins 5, 2, alors c'est que des matrices diagonales, est-elle congruente sur R, cette fois-ci, à 1, moins 1, moins 1? Est-ce qu'elle est congruente à 1, 1, 1? Et sur C? Voilà. Solution. Alors, bah oui, 1, c'est oui, bien sûr. Elle est congruente à... Alors, ça, c'est bien de le voir, non pas avec des matrices de passage, encore que là, la matrice de passage, c'est facile, c'est la matrice 0, 1, 1, 0. Mais c'est mieux de le voir, la congruence, en termes de coordonnées. Hein, d'accord? Vous faites le changement de variable grand X, grand Y égale petit x, petit y, ce qui revient à faire la matrice du passage 0, 1, 0. Mais ici, vous avez AX2 plus BY2, bah forcément, ça fait BX2, grand X2, plus A, grand Y2. Et donc, dans cette nouvelle base, d'accord, vous voyez que ce changement de base, il est linéaire, c'est un automorphisme. Hein. XY donne YX, c'est un automorphisme. Donc, on a bien un changement de base. Et ici, dans les nouvelles coordonnées, on va avoir comme matrice BA. Matrice diagonale, il n'y a que des éléments diagonaux. Parce qu'il n'y a que des carrés. Alors maintenant, est-ce que la matrice diagonale ici, 3, moins 5, moins 2, sur R est congruente à 1, moins 1, moins 1? Donc, ben oui, d'accord. En fait, c'est juste les signes qui comptent, puisque, regardez, on va faire le changement de coordonnées x, y, z égale racine de 3x, racine de 5y, racine de 2z. Donc, vous voyez bien que quand on va écrire, quand on va exprimer q de x, y, z comme 3x2 moins 5y2 moins 2z2, dans les nouvelles coordonnées, ça va être juste grand x2 moins grand y2 moins z2. Et donc, ça va, dans les nouvelles coordonnées, on va avoir la diagonale 1, moins 1, moins 1, et ça va être congruent. Alors là, ça permet d'avoir la signature, évidemment. Alors, à 1, 1, 1, ben non, parce que la signature, ça signe la classe de congruence. Et elle ne peut pas à la fois être de signature 1, 2 et de signature 3, 0. Voilà. D, ben oui, sur C, parce que maintenant, sur C, si le corps de base, c'est C, il suffit de poser x, y, z égale à la racine de 3x, i racine de 5y et i racine de 2y, ce qui nous permet de rentrer en quelque sorte le moins 1 dans le carré. Tout à l'heure, on a pu rentrer 3 dans le carré, moins 5, ben dans le carré, il ne pouvait pas rentrer, mais 5 pouvait rentrer dans le carré. D'accord? On avait moins 5y2, 5 rentrait dans le carré, mais moins, il est obligé de rester à la porte du carré. Alors que là, on peut rentrer le moins, et on a un i. Ah, là, il faut mettre un z. Oups, pardon. My bad. À quoi sert l'algorithme de Gauss? Peut-il décrire le rang, la signature? Peut-il voir l'orthogonalisation simultanée quand E est muni d'une structure euclidienne? Peut-il voir les valeurs propres? Voilà. Donc, solution. Alors, l'algorithme de Gauss sert à décomposer une forme quadratique en combinaison de carrés de forme linéaire indépendante. Tout est dans le mot indépendante. D'accord? Forme linéaire, oui, c'est-à-dire c'est des combinaisons a priori
la forme quadratique, elle est écrite en fonction de formes linéaires, indépendantes, mais pas de carrés. C'est-à-dire il y a des termes non diagonaux. C'est-à-dire qu'il y a des XY, si vous voulez. Et justement, il faut remplacer des XY par n'importe quoi, pourvu qu'il n'y ait que des carrés, et des carrés de choses de degré 1, homogènes. Voilà, et indépendants. Et ça revient à construire une nouvelle base, c'est-à-dire que ce qui nous arrive, ce n'est pas une base de E au départ. L'algorithme de Gauss va nous imposer une base dans le dual, d'accord? Au moins une partie libre qu'on peut compléter en une base dans le dual. Et ensuite, libre à nous de prendre l'antédual de cette base. Et là, à ce moment-là, on n'a plus qu'une somme de carrés, ce qui fait que ça revient à diagonaliser la matrice de la forme quadratique. Mais attention, on met ça entre guillemets, diagonaliser, parce que la diagonale dépend très fortement du procédé et dépend nettement moins de la classe de congruence. Alors que quand on disait diagonaliser pour la conjugaison des matrices, là, on avait des valeurs propres, en quelque sorte. Alors, le nombre de formes linéaires indépendantes obtenues par l'algorithme de Gauss, c'est le rang. Puisque finalement, la matrice qu'on va trouver dans la nouvelle base, une fois qu'on a pris l'antédual de ces formes linéaires indépendantes, eh bien, elle va être diagonale et le nombre d'éléments non nuls seront les formes linéaires, le nombre de formes linéaires indépendantes obtenues. Donc, c'est ça. Quand on a une matrice diagonale, forcément, son rang, c'est le nombre d'éléments non nuls dans la diagonale. Et le signe des coefficients, dans le cas réel, donne la signature. C'est bien connu. Maintenant, ça fournit par construction une matrice de passage P, telle que A égale P transposé dP. D'accord ? P transposé dP. C'est-à-dire que, en gros, vous allez avoir une matrice de passage, vous allez avoir une nouvelle base, et dans cette nouvelle base, on va avoir une matrice diagonale. La matrice de Q, ou de B, si vous préférez, de la forme bilinéaire symétrique, va devenir, cette fois-ci, diagonale. Alors, la matrice de passage, maintenant, eh bien, très très souvent, elle est triangulaire quand on a utilisé l'algorithme de Gauss, sauf si tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 0 carré. Donc, si on s'est retrouvé dans cette situation-là, on a dû dégainer une certaine formule qui ne donne pas des matrices de passage triangulaires. Voilà. Mais génériquement, on tombe sur quelque chose de triangulaire. Donc, une matrice triangulaire, en général, elle n'est pas orthogonale. Il y a un théorème qui dit, très simple, hein, qui dit qu'une matrice orthogonale de R, si elle est triangulaire, alors elle est forcément diagonale. Et en plus, diagonale avec des 1 et des moins 1 sur la diagonale. Donc, pour vous dire à quel point c'est rare que l'algorithme de Gauss nous donne une matrice orthogonale. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, on n'a pas l'orthogonalisation simultanée. L'orthogonalisation simultanée, c'est si on arrive à orthogonaliser avec une matrice P qui, elle, est orthogonale. Donc, du coup, on ne peut pas avoir les valeurs propres. Comme elle n'est pas orthogonale, P transposé, c'est différent de P-1. Si ça avait été P-1, on aurait pu dire qu'on voit les valeurs propres de A, évidemment. Sur tout corps de caractéristiques différentes de 2, une matrice symétrique est congruente à une matrice diagonale. Vrai ou faux? Justifié. Solution. Vrai, c'est exactement l'algorithme de Gauss, mais qu'on voit matriciellement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Deux matrices carrées au même rang. Sont-elles congruentes? Sur R, point d'interrogation, sur C. Alors, sur R, deux matrices de même rang, mais de signatures distinctes, ne sont pas congruentes, puisque la signature, c'est la marque de fabrique de la classe de congruence.
il y a une bijection entre les classes de congruence et les signatures possibles. Donc, sur R, deux matrices de même rang, mais de signatures distinctes, ne sont pas congruentes. Sur C, elles sont congruentes, oui. Alors, elles sont congruentes. On l'a vu un petit peu tout à l'heure, parce que à partir du moment où elles ont même rang, comme elles sont entre guillemets diagonalisables par congruence, il va y avoir le même nombre d'éléments non nuls sur la diagonale, puisqu'elles ont même rang. Et que le rang, c'est le nombre d'éléments non nuls. Et ensuite, on arrive toujours à se débrouiller, comme on a fait tout à l'heure, pour trouver un changement de base à partir du moment où elles ont le même nombre d'éléments non nuls. La réciproque est vraie, la réciproque est évidente. Si elles sont congruentes, alors elles ont même rang. Ça, c'est toujours vrai. Deux matrices congruentes sont forcément équivalentes, donc ont même rang. Alors, on suppose E de dimension n et Q égale somme de I égale 1 à n de alpha I LI carré. Les LI, c'est les formes linéaires indépendantes. Voilà. Donner une base de E dans laquelle la matrice Q est diagonale. Alors là, toujours, c'est toujours comment on passe de l'algorithme de Gauss qui part d'une expression de Q à quelque chose de matriciel, donc finalement qui va dépendre de la construction d'une base. Alors, les LI, alors on est en dimension n, et là, il y en a n. Donc, comme les LI sont indépendantes, elles forment une base de l'espace dual. Donc maintenant, on regarde la base antéduale. La base antéduale, c'est la base dans laquelle les LI sont les coordonnées. Donc maintenant, Q s'écrit somme de I égale 1 à n de alpha I xi carré, puisque les xi sont égaux aux LI, ce sont les coordonnées. Voilà. Alors maintenant, au passage, si on n'était pas allé jusqu'à n, mais si on avait du rang R, si on allait jusqu'à R, là, on serait allé jusqu'à R, mais pour construire la base, il aurait fallu compléter la famille indépendante en une base. Et là, ça aurait été pareil, on pourrait continuer. Soit P, la matrice de passage de B vers B'. Quelle est la matrice de passage de B étoile vers B' étoile? Alors ça, c'est à bien connaître, ça se démontre, c'est P transposé moins 1. Et vous voyez que quand vous le faites deux fois, vous retombez sur P. C'est-à-dire que ça, c'est typique de quelque chose d'un peu profond dans les espaces vectoriels de dimension finie. C'est ce qu'on appelle le bidual. À chaque fois, on fait deux fois quelque chose, on retombe sur nos pattes. C'est à cause de la bidualité. On a aussi, donc, si on connaît une matrice de passage d'une base du dual vers une autre base du même dual, eh bien, on va avoir, donc, et si on appelle P la matrice de passage, la matrice de passage de l'antédual, le premier antédual vers le second antédual, ça va être encore P transposé moins 1. Comment comprendre en termes de congruence l'identité remarquable, x2 moins y2 égale x moins y vecteur de x plus y. Ça, c'est important de savoir faire ça. Alors, donc, on pose grand X, cette coordonnée-là, c'est la coordonnée x moins y, et grand Y, la coordonnée x plus y. Donc, petit x moins petit y, c'est E1 étoile moins E2 étoile, ça c'est la première coordonnée, c'est la deuxième coordonnée. Et là, c'est E1 étoile plus E2 étoile. Donc, on a ici et là une famille indépendante à deux éléments. D'accord, ça c'est clair que c'est indépendant. Pourquoi c'est indépendant? Parce que quand on regarde cette famille matriciellement, 1, moins 1, 1, 1, d'accord? On a 1, moins 1, j'écris ça en colonne, évidemment, et 1, 1, le déterminant, c'est moins 2. On va supposer qu'on est en caractéristique différente de 2, de toute façon. Et donc, c'est bien différent de 0, et on a
l'indépendance. Voilà, sur K2. Alors maintenant, cette matrice de passage, c'est la matrice de passage de l'ancienne base du dual E1 étoile, E2 étoile, vers la nouvelle base, hein, ici, du dual, exprimée par grand X et grand Y. Donc on voudrait une base de E maintenant, plus une base du dual, une base de E où les coordonnées sont justement x moins y et x plus y. Voilà. Et bien, on sait que l'antédual, la matrice de passage, pour cette nouvelle base, ça va être P transposé moins 1. Donc maintenant, donc dans l'ancienne base, donc la nouvelle base, on va l'appeler F, l'ancienne base E, la base canonique, et bien, mat E de Q, la matrice de la forme quadratique Q, donc la forme quadratique qui est là, hein, x2 moins y2, d'accord. Quand on va faire le changement de base, eh bien, on va tomber sur mat F de Q, forcément. Et le changement de base, on sait que c'est Q transposé fois la matrice de E de Q, fois Q, mais cette fois-ci, Q, c'est P transposé moins 1. Donc, ça fait cette égalité. Maintenant, on va vérifier. Alors, je passe P de l'autre côté. Ici, je passe P-1 de l'autre côté, ça devient P. Ici, je passe de l'autre côté, ça fait P transposé. Sur le transposé, il est en train de se balader. Hein. Et donc, dans l'ancienne base, ici, ça s'écrivait 1 moins 1, c'est diagonal. Et là, ça devient antidiagonal, hein, d'accord. Ici, attention, il faut diviser par 2. Hein. Donc, on a xy, dans la nouvelle base. Les coordonnées, c'est xy. Et donc, ça fait 0, 1,5, 1,5, 0. Voilà. Et vous pouvez vérifier la formule hein, en posant P égale 1 moins 1, 1, 1, comme ça. Vous vérifiez cette formule. En fait, cette formule, c'est la version matricielle de l'identité remarquable qu'on connaît depuis peut-être la troisième. On suppose E de dimension 3 sur R. D'écrire l'ensemble des solutions de Q de X égale 1 dans une base bien choisie. On fera des cas selon la signature de Q. Donc voilà une grande histoire. Hein. Alors, la signature 3, 0. Ça veut dire qu'on peut trouver une base telle que l'équation, c'est x2 moins plus y2 plus z2 égale 1. Bien sûr. C'est, bon, alors si on met une structure euclidienne, là, tout d'un coup, eh bien, c'est ce qu'on appelle la sphère. Maintenant, la signature 2, 1. On peut trouver une base telle que l'équation devient x2 plus y2 moins z2 égale 1. Ah oui, pareil. Donc, ça a quelle tête? Vous pouvez vérifier que ça a une tête de ce qu'on appelle un hyperboloïde à une nappe. C'est connexe, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous coupez par des plans z égale constante, donc z égale k, ça vous fait x2 plus y2 égale 1 plus k2. 1 plus k2, c'est toujours positif. Donc vous aurez toujours quelque chose, vous aurez toujours des cercles. Vous allez avoir des cercles comme ça qui font comme ça. D'accord ? Il faut imaginer un corset. C'est donc l'hyperboloïde à une nappe. S égale 1, 2 de signature. Donc ça veut dire qu'on va trouver, ici on va avoir x2 plus y2 égale moins z2 égale moins 1. Oui. Alors je l'ai mis sous cette forme, parce qu'en fait j'aurais pu mettre moins x2 moins y2 plus z2, qui est de signature 1, 2, égale 1, d'accord, à cause du égal 1. Donc je multiplie par moins 1 des deux côtés, je trouve ça. Donc ça, c'est l'hyperboloïde à deux nappes, parce qu'en fait, quand on va couper par z égale k, eh bien ça va nous faire x2 plus y2 égale k2 moins 1. Donc, tant que k est compris entre moins 1 et 1, il n'y a pas de solution. Donc ça va faire, cette fois-ci, c'est comme si on avait tellement serré le corset hein, qui se découpe en deux parties, comme ceci, deux espèces de... un bol, et puis un bol symétrique de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle l'hyperboloïde à deux nappes. Alors, si maintenant on a 0 et k, bon, alors là, c'est facile, on va avoir du x2 plus y2 plus z2 égale
moins 1, parce qu'on n'aura que des moins. Par exemple, pour k égale 3, on n'aura que des moins, donc on multiplie par moins 1 des deux côtés, et donc ça fait ça égale moins 1. Et là, ce n'est pas possible. Donc on a l'ensemble vide, et pareil pour les autres cas. S égale 2, 0. Ben là, ça fait x2 plus y2 égale 1. Et là, c'est un cylindre. Cette fois-ci, c'est un corset, mais de quelqu'un qui est tout uniforme, comme ça. Puisque quel que soit z, eh ben, on a le même cercle de rayon 1, 1. Bon, ben là, on va avoir x2 moins y2 égale 1. C'est le produit d'une hyperbole. Donc, vous imaginez une hyperbole, tant que vous êtes dans le plan z égale 0, c'est la bonne vieille hyperbole. Et puis ensuite, vous avez cette même hyperbole qui va continuer à tous les étages, quoi, quel que soit z. Donc, c'est le produit d'une hyperbole par R, R étant représenté par les variations de z. S égale 1, ben voilà, on a x2 égale 1, x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, ça nous fait deux plans parallèles. Voilà, on a fini la première partie du questionnaire et on fera tout à l'heure la deuxième partie du questionnaire où on attaquera Gram-Schmidt, on attaquera l'orthogonalisation simultanée, le théorème spectral, etc. Donc des choses un petit peu plus avancées. Bonjour, donc nous voilà rendus à la deuxième partie du questionnaire sur les formes quadratiques. Là, on va attaquer l'orthogonalisation de Gram-Schmidt et on commence tout de suite. Alors, d'abord, le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt concerne-t-il les formes bilinéaires symétriques quelconques, les formes bilinéaires symétriques non dégénérées ou les formes symétriques définies? On peut en choisir plusieurs parmi les trois. Solution. Eh bien, que les dernières, évidemment, il y avait un piège. Donc, ben oui, il faut normaliser. Dans orthonormalisation, il y a norme, voilà. Et donc, il faut diviser par la norme à un moment. Et quand on divise par la norme pour normaliser, ben, la norme doit être évidemment non nulle. Et donc, il faut que la forme symétrique soit définie. Donc déjà, il faut qu'on soit sur R, hein, absolument, et que ce soit donc défini. Alors, défini, ça veut dire que la forme quadratique associée ne s'annule jamais, sauf en 0. Maintenant, si la forme est juste symétrique, alors on peut orthogonaliser, mais pas orthonormaliser. Bon, alors, notons que ce procédé marche aussi dans les espaces hilbertiens, c'est-à-dire que quand on est dans C, on peut continuer ce procédé de Gram-Schmidt. Hein. Mais là, cette fois-ci, il ne concerne plus des formes quadratiques, mais des formes hermitiennes, c'est-à-dire qu'on a... il faut mettre le morphisme bar, Z donne Z bar, dans la machine. Voilà. Soit S une matrice symétrique définie positive. Alors, S une matrice symétrique définie positive, ça veut dire une matrice carrée, réelle, et la forme quadratique de Rn qui a pour matrice S dans la base canonique, eh bien, elle se doit d'être définie positive. C'est ça la définition. Comment interpréter par une égalité matricielle l'orthogonalisation de Gram-Schmidt de la forme quadratique Q de Rn de matrice S? Voilà, ce qu'on demande ici, c'est de regarder Gram-Schmidt matriciellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une matrice de passage, évidemment, puisqu'il y a une ancienne base et une nouvelle base, tout en gardant la même forme quadratique. Solution. Donc, il va y avoir une matrice de passage hein, qui est triangulaire supérieure. Ça, c'est dans la construction de Gram-Schmidt, qu'on va appeler P. Et dans la nouvelle base, donc a priori S
bon, c'est une matrice symétrique, mais une matrice symétrique réelle, voilà, quoi, qui est pas diagonale, qui n'est pas l'identité, qui n'est pas tout ça. Bon, voilà, c'est une matrice S. Et elle va représenter cette forme quadratique. Et maintenant, dans la nouvelle base, eh bien, la forme quadratique va être orthonormalisée par la nouvelle base, c'est-à-dire que la nouvelle matrice, c'est l'identité. L'identité représente parfaitement l'orthonormalisation d'une base. Et donc, ça veut dire que P transposé SP est égal à IN. Donc maintenant, on peut le dire autrement aussi. Si je pose Q égale P moins 1, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une matrice triangulaire supérieure inversible Q, parce que l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure reste triangulaire supérieure, est telle que S égale Q transposé Q. Donc déjà, on voit déjà quelque chose de théorique intéressant, hein, que Gram-Schmidt implique que toute matrice symétrique définie positive peut se décomposer. On a une décomposition. Et d'ailleurs, ce n'est pas difficile de voir qu'on a, avec certaines hypothèses supplémentaires, une unicité. En Q transposé Q, où Q est une matrice triangulaire supérieure. Soit E une base de Rn. F, la base orthonormée obtenue à partir de E par le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Alors, poser A reste Q, la matrice de la base E, F, d'accord, donc A, ça va être la matrice constituée des vecteurs de E en colonne, dans la base canonique évidemment, et Q, la matrice de la base F en colonne, dans la base canonique. Voilà. Alors, écrire une égalité matricielle qui relie A et Q. Alors, évidemment, cette égalité matricielle implique aussi la matrice de passage P, hein, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la matrice de passage de la base E à la base F. Solution. Donc, on prend P, hein, cette matrice de passage, et ben, c'est tout simplement AP égale Q. C'est exactement ce qui exprime que si on écrit A en colonne, eh bien, on va avoir, en multipliant par P, on va avoir une combinaison linéaire. La nouvelle base, c'est une combinaison linéaire des colonnes de A par les coefficients qui sont en colonne dans P. Alors maintenant, si on pose R égale P-1, ben on trouve le fameux A égale QR. Alors Q, c'est une matrice orthogonale, puisque F est une base orthonormée, donc Q est une matrice orthogonale, hein, c'est ça, et R, triangulaire supérieur. Alors pareil, on a une décomposition QR. Cette décomposition QR est très utile, par exemple, vous voyez, si vous voulez résoudre des systèmes. Pourquoi? Parce que résoudre un système, ça revient à inverser une matrice, et inverser A, c'est très facile, parce que c'est facile d'inverser Q, ce Q est orthogonal, donc son inverse, c'est sa transposée, et c'est assez facile d'inverser R, parce que R est triangulaire. En plus, on a une certaine unicité si on suppose que R possède, et c'est le cas pour le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, une diagonale strictement positive. Alors, soit A une matrice symétrique définie positive, N, et I une sous-partie de l'ensemble de 1N. On va appeler AI la sous-matrice extraite de A selon les lignes et colonnes numérotées par I, ce qui veut dire qu'on va juste choisir les lignes numérotées par I et aussi les colonnes numérotées par I. Donc, il faut que ce soit bien le même I pour les lignes et pour les colonnes. La matrice AI est-elle symétrique? Est-elle définie? Est-elle positive? Solution. Ben oui. Les trois maréchals, regardez,
Ça ne se fait pas avec des valeurs propres, ça ne se fait pas avec des déterminants. C'est beaucoup plus simple que ça. Pas aller chercher les valeurs propres. Certaines personnes font ça d'expérience. Je sais que certaines personnes tentent les valeurs propres, mais ça, c'est trop difficile. On dit que A est la matrice de la forme euclidienne Q dans la base EI, d'accord, dans la base canonique. Hein. Et maintenant, tout simplement, A indice I, par construction de la matrice d'une forme quadratique, c'est la matrice de la restriction de Q dans la base EI. Donc ça, on s'en convainc facilement, juste avec les définitions. Maintenant, on est en train de se demander si AI est encore symétrique, définie positive. Mais oui, puisque c'est la matrice de Q, et Q, elle reste euclidienne, hein, ça reste défini positif. Donc, AI est encore symétrique, défini positif. Donc ça, c'est important. Hein. La restriction d'une forme quadratique définie positive à un sous-espace reste définie positive. Alors ça, c'est assez typique, cet exercice, parce que les gens veulent ramener souvent les problèmes de positivité aux valeurs propres qui sont positives. C'est vrai, hein, il suffit de regarder si les valeurs propres sont positives. Mais les valeurs propres d'une matrice extraite, c'est très difficile à obtenir à partir des valeurs propres de la matrice de départ. Donc ça, c'est un piège, hein, finalement, c'est un exercice test pour voir si la personne connaît, ne se ramène pas systématiquement à des endomorphismes, hein, mais est capable de raisonner directement avec une forme quadratique. Soit M une matrice carrée réelle. Montrer que M transposé M est une matrice symétrique positive. Ça, c'est assez connu. C'est quelque chose qu'il faut savoir bien faire. Montrer que si M est inversible, alors M transposé M est symétrique défini positif. C'est souvent dans des écrits, hein, c'est une question classique à l'oral aussi. Hein. Solution. Alors, la matrice M transposé M est clairement symétrique. Maintenant, dans l'espace euclidien Rn, on a pour X dans Rn. Alors, regardons X, M transposé M, X. Alors là, on est dans l'espace euclidien. Ça, c'est la forme, là, entre les deux angles, c'est la forme bilinéaire, c'est le produit scalaire. X, M transposé M, X. Donc, on peut passer le M transposé de l'autre côté, il devient M. Et là, on a la norme au carré de mx, donc c'est positif. Alors, là, hein, on commence à avoir deux formes. Une forme quadratique, finalement, donnée par une matrice symétrique, ici, et une forme euclidienne, le produit scalaire. Et du coup, le lien entre la forme quadratique ici et l'endomorphisme représenté par M transposé M, eh bien, c'est que la forme quadratique, qu'on va appeler Q de X, Q de grand X, associée à M transposé M, eh bien, Q de grand X est égal à X, M transposé M, X. Voilà, entre crochets. Voilà, ça c'est le truc important à savoir. Hein. Maintenant, l'égalité a lieu si et seulement si Mx égale 0. Donc là, on a démontré que c'était symétrique positive, mais maintenant, ce n'est pas encore défini positive parce qu'on a l'égalité, puisque ça, c'est la forme quadratique, on a dit, si et seulement si M de x égale 0. Hein, parce que là, on a un produit scalaire. Maintenant, si M est inversible, Mx égale 0 implique bien x égale 0. Donc voilà. En fait, on a même un si et seulement si. Hein. C'est-à-dire, si c'est symétrique défini positif, alors M est inversible forcément, sinon on aurait un noyau. Soit S une matrice symétrique réelle. Montrer que si U et V dans Rn sont deux vecteurs propres de valeurs propres respectives distinctes lambda et mu, bon, pour S évidemment, alors U et V sont orthogonaux pour la forme euclidienne canonique de Rn. Donc, encore un classique qu'il faut savoir faire, mais attention, il ne faut pas utiliser le théorème spectral.
Parce que le théorème spectral, finalement, il le dit, entre autres, ça. Donc, si on vous pose la question explicitement, bon, on peut le dire avec le théorème, mais a priori, on veut voir si vous savez le démontrer. Et c'est quelque chose d'assez classique. Solution. Donc, regardez, hein, on démarre de lambda U fois V, hein, U scalaire V. Eh bien, c'est SUV, puisque SU, par définition, c'est lambda U. Et lambda, on peut le sortir. Maintenant, le S, on le passe de ce côté-là. Il devient S transposé. Mais la matrice S est symétrique. Donc, ça fait SV. Mais V est vecteur propre pour la valeur propre mu. Donc, ça fait mu V et je sors le mu ici. Et donc, maintenant, j'ai cette égalité lambda UV égale mu UV. Et sur lambda différent de mu. Et ça va impliquer que UV égale 0. Donc, ils sont bien orthogonaux. Voilà, pour la forme euclidienne canonique. C'est la forme euclidienne canonique qui nous permet de dire que quand on a S ici, on va avoir S transposé ici. Si on avait une autre forme, alors là, ce serait un peu plus compliqué. Il faudrait l'écrire avec la matrice de la forme. Soit A une matrice symétrique définie positive et B une matrice symétrique. Montrer qu'il existe une matrice P telle que A égale P transposé P et B égale P transposé DP avec des diagonales. Alors, tout à l'heure, avec Gram-Schmidt, on avait vu que ça existait. Donc ça, c'était l'orthonormalisation de Gram-Schmidt. On avait même P ici, qu'on pouvait se permettre de prendre triangulaire supérieur avec des positifs sur la diagonale. Mais là, c'est autre chose. Il faut montrer qu'il existe une matrice, bon, P inversible a priori, hein, avec A égale P transposé P et B égale P transposé DP avec des diagonales. Donc évidemment, hein, là, on peut se servir des théorèmes du cours, hein, c'est possible. Solution. Ben, c'est exactement en fait, le théorème d'orthogonalisation simultanée. On ne vous demande pas de redémontrer, il est trop dur à démontrer hein, quand même. Donc, l'orthogonalisation simultanée assure qu'il existe une nouvelle base qui est à la fois orthonormée pour la forme B, que j'appelle B indice A, hein, associée à A, et orthogonale pour la forme B indice B. Ça, c'est ce que dit le théorème d'orthogonalisation simultanée. Donc maintenant, si on pose Q égale, si Q, c'est la matrice de passage vers cette base, de l'ancienne base vers la nouvelle base, donc je prends maintenant Q égale P-1 ou P égale Q-1, on va avoir que, bah, comme tout à l'heure avec le procédé d'orthogonalisation de Schmidt, d'orthonormalisation de Schmidt, on va avoir identité égale Q transposé à Q. Hein, hein, j'appelle Q, hein, cette matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base. Donc l'ancienne base vers la nouvelle base, bah, évidemment, elle va nous amener vers l'identité, hein, puisque c'est orthonormé pour BA. Et D égale Q transposé BQ, parce que c'est orthogonal pour la forme liée à B. Et donc, on a les formules demandées en posant P égale Q-1 en passant de l'autre côté. Voilà. Une matrice symétrique S et une base de même taille définissent d'une part un endomorphisme phi, d'autre part une forme quadratique Q. Quel est le rapport entre phi et Q? Quel est le rapport entre le noyau de l'endomorphisme phi et le noyau de la forme quadratique Q?
Alors, il nous faut une formule entre phi et q, c'est une question de cours, hein, comme d'habitude. Et on a défini, on sait ce que c'est que le noyau d'un endomorphisme, évidemment. Le noyau d'une forme quadratique, eh bien, c'est le noyau de l'application linéaire de E vers E étoile, hein, associé à la forme polaire B de Q. Maintenant, comment on peut relier les deux? Solution. Alors, on peut l'écrire comme ça, hein, x transposé Sx, c'est x transposé de Sx, c'est de l'associativité, évidemment. Et ça veut dire, donc là, x transposé Sx, ben, c'est Q de U. Si U est représenté dans la base par la colonne X. Et là, ça, c'est, on sait que X transposé Y, ben, c'est le crochet UV, où U, c'est X et V, c'est représenté par Y. Donc là, on a X transposé fois phi de U, parce que phi de U est représenté évidemment par Sx. Voilà. Ça, c'est à bien connaître. Et on va faire une petite pause avant d'attaquer la troisième partie. Soit F un endomorphisme de E euclidien et F, grand F, un sous-espace stable par petit f. Est-ce que F orthogonal est stable par petit f? Pouvez-vous donner des exemples où cela est vrai? Ce qui invalide un petit peu la première question. Quelles en sont les conséquences? Alors, solution. Ben non, F, on s'en doute. En fait, F orthogonal est stable non pas par petit f, mais par l'adjoint. Alors, pourquoi? Ben parce que, voilà, hein, on va prendre Y dans F et X dans F orthogonal. Voilà. Et ce qu'on veut montrer, c'est que F étoile de X est encore dans F orthogonal. C'est-à-dire que F étoile de X, scalaire Y, est égal à 0. Mais là, on écrit F étoile de X, Y. Par définition, c'est X, F, ah, attention, c'est pas F de X, c'est F de Y ici, une typo. Maintenant, comme Y est dans grand F et petit f stabilise grand F, ben, petit f de Y, c'est Y ici, appartient à grand F. Donc, on a un élément de F orthogonal ici, on a un élément de F ici. Donc là, c'est fait pour faire 0. Donc, on voit bien que quel que soit Y, ben, F étoile de X, Y est égal à 0, quel que soit Y dans grand F. Donc, F étoile de X, c'est bien dans F orthogonal. Voilà. Alors maintenant, des exemples de petit f où cela est vrai, c'est si par exemple f étoile égale f, bien sûr, mais pas que. Alors, si f est symétrique, parce qu'on a f étoile égale f, mais si f est anti-symétrique, parce que f étoile égale moins f, alors vous voyez que f étoile étoile, ça fait, on retombe sur f par définition. Donc, des valeurs propres de l'endomorphisme étoile, ça peut être que 1 et moins 1, parce que étoile est involutif. Donc, il n'y aura que des symétriques et des antisymétriques, mais il n'y aura pas des cas symétriques, en quelque sorte. Il n'y aura pas de cas, par exemple, il n'y aura pas d'application telle que... il n'y aura pas d'endomorphisme tel que f étoile égale lambda f ou égale 2f, par exemple. Alors maintenant, il y a aussi si f est orthogonal, parce que f étoile, quand c'est orthogonal, c'est égal à f moins 1. Et donc, oui, si f étoile laisse fixe f orthogonal, bah, f moins 1, du coup, laisse fixe f orthogonal, c'est évident, puisqu'on a égalité. Et donc, f laisse fixe f orthogonal, parce que f est inversible.
Si f est inversible et laisse fixe un sous-espace, ben son inverse laisse fixe le sous-espace aussi. Alors, toutes ces choses sont fondamentales quand on va vouloir faire des récurrences sur la dimension et qu'on veut diagonaliser f par récurrence. Alors, Q est non dégénéré sur E et F un sous-espace. Est-ce que Q restreint à F, donc la forme quadratique, hein, qui était au départ non dégénérée, restreint à F, reste non dégénéré? À quelles conditions sur l'espace grand F a-t-on que F et F orthogonal est en somme directe? F orthogonal, là, c'est orthogonal indice B, en quelque sorte. C'est l'orthogonal pour la forme quadratique du Q. Alors, solution. Donc, le noyau de la forme quadratique restreinte à F, je vous rappelle que c'est F inter F orthogonal. Parce que c'est l'ensemble des X qui sont dans F, forcément, et tel que quel que soit Y, B de XY égale 0, quel que soit Y dans F. Donc, c'est exactement ce qu'on appelle le noyau, ici, de la forme restreinte. Donc, ça veut dire que ce noyau, il peut être dégénéré. Parce que ça peut être non nul. Par exemple, si f, c'est la droite engendrée par un vecteur u tel que q de u égale 0. Donc, par exemple, vous prenez la forme quadratique sur R2, x2 moins y2, et donc vous avez le vecteur 1, 1, qui va être un vecteur isotrope, c'est-à-dire il est non nul et q de u égale 0, et forcément, l'orthogonale de la droite engendrée par ce vecteur, c'est elle-même. Alors maintenant, on a f en somme directe avec E. Étant donné que Q est non dégénéré, on a la bonne condition sur les dimensions, c'est-à-dire les dimensions de F, c'est la codimension de F orthogonale. Donc maintenant, la somme directe est là, si et seulement si l'intersection est nulle, c'est-à-dire si et seulement si la résection de la forme quadratique est non dégénérée. Sur R, on suppose pour une forme quadratique Q que F est en somme directe avec F orthogonale pour E. Pour tout sous-espace F de E. Attention, là c'est pour tout sous-espace F de E. A-t-on Q défini positif? Solution. Alors donc, Q est forcément défini, mais peut-être négative, évidemment. Donc comme c'est vrai pour tout sous-espace F, donc on considère U tel que Q de U égale 0. Donc U, il appartient à RU, évidemment, il appartient à la droite qui l'engendre, mais il est orthogonal à lui-même. Donc il est dans l'intersection des deux, et évidemment, d'après l'hypothèse, ça veut dire qu'il est nul, puisqu'il est dans l'intersection de F et F orthogonal, avec F égale RU. Donc U est nul, et ça c'est vraiment la définition d'être défini. Hein. Quand Q de U égale 0 implique U égale 0. Alors, on n'a pas eu de positivité. Hein, y a pas, on peut imaginer une forme négative, vous prenez et vous aurez exactement la même chose. Alors, soit A, une matrice définie positive, X, une matrice colonne telle que X transposé X égale 1. Alors, AA, c'est une matrice symétrique, hein, définie positive, évidemment. Donc, c'est la matrice d'une forme quadratique définie positive dans la base canonique. X, finalement, c'est un vecteur de norme 1 de Rn. Quel est le plus petit majorant de X transposé à X? Donc, quel est le plus petit, le minimum, de Q de U quand U parcourt la sphère des éléments de norme 1. En gros, hein. Dit autrement, ça peut se dire comme ça. Solution. Alors, il faut donner ce plus petit majorant en termes de A. En fonction de A. Alors, solution.
Donc, c'est encore l'orthogonalisation simultanée, évidemment, puisqu'on voit bien que là, on voit bien hein, qu'on est dans l'orthogonalisation simultanée. On doit gérer à la fois la norme, hein, d'accord, la norme euclidienne, et une forme quadratique. Donc, il y a deux formes, une définie positive et une forme binaire symétrique quelconque. Alors, on a P qui est orthogonal pour la norme euclidienne et tel que A égale P transposé dP. Ça, on l'a vu. Donc maintenant, je pose Y égale Px, ce qui va nous donner, bon, alors là, le T il est tombé, ce qui va nous donner que Y est normé, puisque X est normé et P est orthogonal. On a Y transposé DY, qui va être maximal, parce que quand on va écrire Y transposé DY, ça va nous faire X transposé P transposé DPX, et donc X transposé AX. Voilà, donc ceci qui est censé être maximal. Mais là, c'est beaucoup plus facile à calculer parce que D est diagonale. Et ça, c'est égal à la somme des lambda I, YI carré. C'est la forme quadratique associée finalement à la matrice diagonale ici. Et on veut que ça soit maximal. Alors évidemment, c'est majoré. Hein. Donc, comme Y est un vecteur normé, évidemment, ça va être atteint, ce max, en gros par la compacité de la sphère, mais on peut aller plus loin. Hein. Ça va être atteint. D'abord, ça va être toujours inférieur au max des valeurs propres. Donc, prenons, supposons par exemple, c'est en lambda 1 que la valeur propre lambda i est maximale. Donc ça, ce sera inférieur à lambda 1 fois la somme des y carrés. Mais la somme des y carrés, ça fait 1, d'après ça. Donc c'est inférieur à lambda 1. Et c'est atteint en 1, 0, au vecteur 1, 0, 0, 0, 0, qui est bien normé, hein, qui va bien donner ici lambda 1. Voilà. Soit S une matrice symétrique réelle de taille n, PQ sa signature et lambda i ses valeurs propres. Alors, réel, pourquoi les lambda i sont-ils réels et que peut-on dire du signe des lambda i? Donc, l'orthogonalisation simultanée, c'est le théorème spectral aussi. C'est l'autre versant, hein, mais c'est équivalent. On passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un immédiatement. Prouve que S a un spectre réel. Donc ça, c'est vraiment le théorème spectral. Donc, les lambda i sont réels à cause du théorème spectral. Et la matrice symétrique, voilà, diag de lambda 1 jusqu'à lambda n, ça a les valeurs propres, elle est de signature PQ, puisque cette matrice, elle est congruente à S, on a S qui est égal à P, si on l'appelle D, celle-là, S est égal à P fois D fois P moins 1, mais P est orthogonal, donc S égale P, D, P transposé. Donc, elle est congruente à S, donc congruente à S, ça veut dire qu'elle est de signature PQ. Maintenant, on l'a vu dans la première partie, hein, quand on a une matrice diagonale, sa signature, c'est le nombre d'éléments positifs et le nombre d'éléments négatifs. Alors, strictement positif et strictement négatif. Voilà. Donc, le signe des lambda i, eh bien, il y a P valeurs propres qui sont strictement positives et Q valeurs propres qui sont strictement négatives. Alors, je vous rappelle, cette idée, hein, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut rentrer le lambda dans le x2, dans le carré, pour obtenir la signature, mais le lambda, lui, il ne peut pas rentrer, s'il est négatif, il faut qu'il laisse le moins devant, pour obtenir un 1, un moins 1
ou un 0 si lambda est nul. Et donc, c'est toujours cette formule qui fait tout marcher. Soit A une matrice symétrique définie positive. Comment expliciter une racine carrée de A qui soit elle-même symétrique définie positive? Celle-ci est-elle unique? Question difficile. Bon, on verra. Bon. Solution. Alors, on a donc A égale P, D, P-1 avec P orthogonale. Donc, orthogonalisation simultanée. D, elle est diagonale, et les lambda I, c'est les valeurs propres de A. Et ils sont tous strictement positifs, parce que A est symétrique définie positive. Si on prend delta et que l'on a vu que la signature donnait les signes du spectre. La signature, là, c'est N0. Si on prend delta égale racine, la diagonale des racines de lambda I, puisque les lambda I sont tous strictement positifs, et qu'on écrit B égale P delta P-1, alors on affirme que B est symétrique. Parce que B peut s'écrire aussi P delta P transposé. Je rappelle que P est orthogonal, donc P transposé est égal à P-1. Donc ça, c'est clairement symétrique, parce que quand on prend la transposée, on va obtenir P, delta transposé, P transposé, mais delta transposé, c'est delta, parce que delta est diagonale, donc symétrique. Donc maintenant, on affirme que B est définie positive, et là, c'est parce que toutes les racines qu'on a prises ici sont strictement positives. Donc les valeurs propres de B, c'est évidemment, d'après cette égalité, les racines de lambda I. Donc les valeurs propres de B sont strictement positives parce que c'est des racines carrées. Et donc c'est bien défini positif parce que sa signature, c'est le nombre de valeurs propres positives, donc c'est N. Donc, B au carré, quand on va mettre au carré, là on va utiliser, vous voyez, cette formule, et on va avoir P delta 2, P-1. Et là, delta 2, c'est fait pour être égal à D, donc P, D, P-1, ça fait 1. Jongle, d'accord, entre, donc ça c'est typique de la diagonalisation simultanée, hein, on va jongler entre cette formule et cette formule. Elle est symétrique par cette formule. Et ensuite, définie positive, on peut le voir par cette formule aussi. Mais le carré est égal à A grâce à cette formule. Voilà. Allez, c'est terminé. L'unicité, je vous laisse regarder. Bon, c'est dans le chapitre 5 de Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Voilà.